Présentation, on va faire un petit retour sur les principaux symptômes de la démence. J'en ai discuté pas mal la semaine passée, mais je fais un retour quand même sur les symptômes juste pour vous rafraîchir la mémoire. On va décrire les différents comportements difficiles qu'on peut rencontrer avec les différents genres de démence. On va discuter des différentes techniques de base d'intervention. Puis il y a probablement beaucoup de ces techniques d'intervention-là de base que vous faites déjà sans même vous en rendre compte. Naturellement, on va parler de la prévention des fugues parce que les fugues, c'est probablement le comportement difficile qui cause le plus d'anxiété aux travailleurs, le fait de perdre un de leurs résidents ou un de leurs patients. Fait qu'on va en parler des fugues, on va parler de la prévention. Puis, je parle beaucoup du processus de résolution de problèmes. Le processus de résolution de problèmes, c'est un processus qu'on met en place justement pour identifier la cause d'un comportement difficile, puis essayer de mettre en place des mesures correctives pour le comportement difficile quand ça s'applique. Fait que ça, je vais vous décrire de quelle façon que le processus de résolution de problèmes peut être appliqué dans le domaine de la santé, dans le domaine des démences. Fait que la semaine passée, on a discuté des principaux symptômes de démence, les symptômes cognitifs, les symptômes fonctionnels, puis les symptômes physiques. On va faire juste un petit retour sur chacun de ces symptômes. Fait que dans les symptômes cognitifs, on a l'amnésie qui est la perte de mémoire. Puis chez la personne qui est atteinte de démence, la plupart du temps, c'est la mémoire à court terme qui est affectée. La mémoire à long terme, elle demeure intacte pendant quand même très longtemps durant la démence. Ensuite, on a l'aphasie qui est la perte du langage, puis qui s'installe de façon progressive. Au début, c'est que la personne va chercher ses mots. Plus que le temps passe, plus que le langage s'appauvrit, plus qu'elle a de la difficulté à se souvenir des mots, puis à se souvenir de la signification des mots, jusqu'à un stade qu'à un moment donné où la personne a plus la compréhension des mots. Le langage verbal n'a plus beaucoup de signification pour la personne atteinte de démence lorsqu'on avance. Donc, il se fait beaucoup, beaucoup sur la communication non verbale, le langage du corps, au lieu de s'occuper du langage avec les mots. Ensuite, on a l'apraxie, qui est la perte de la capacité de faire les tâches familières, qui peut être aussi simple qu'apprendre à s'alimenter par eux autres mêmes, là, se nourrir par eux autres mêmes, ils viennent qui sont même plus capables de faire ça. Et le quatrième symptôme cognitif qui va absolument apparaître, c'est les troubles de perception. Ils ont de la difficulté à percevoir l'environnement alentour de eux tel qu'il est dans la réalité. Donc, ça peut causer des accidents. Ils n'ont plus les déficits visuels, ils ont les déficits visuospatiaux, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus évaluer les distances entre leur corps et un autre objet ou une autre surface, ce qui va causer des fois des accidents qui peuvent quand même être assez sérieux. Et la semaine passée, je vous en ai parlé beaucoup de ces symptômes-là, puis je vous ai parlé beaucoup de certaines choses qu'on pouvait faire pour justement prévenir ce genre d'incidents-là avec les troubles de perception. Ensuite, on a nos symptômes fonctionnels, le manque d'attention. Habituellement, la personne atteinte de démence peut garder son attention sur une tâche ou un item pendant un gros max de 20 minutes habituellement. C'est rare qu'ils peuvent garder leur attention plus longtemps que ça. Fait que, il faut qu'on soit très judicieux dans nos choix, point de vue les activités, puis point de vue les loisirs. Des activités récréatives ou des activités de loisirs qui vont durer pendant des heures et des heures sont pas toujours, c'est pas toujours de mise avec les personnes atteintes de démence, c'est rarement de mise. Le manque de jugement, ils vont faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire en temps normal, comme se déshabiller en public ou sortir dehors en pantoufles en plein hiver. Ensuite, on a le manque de pensée abstraite, c'est l'incapacité de pouvoir analyser des situations qu'en temps normal, on n'aurait pas de difficulté à analyser. Ils sont plus capables de faire des calculs, c'est trop abstrait pour eux, ils sont plus capables de gérer leurs finances, ils n'ont plus cette logique-là. Et ensuite, la difficulté à raisonner qui va aller des fois jusqu'à à causer des accidents ou des blessures. Le patient il est couché sur son bras, puis il ne peut même pas assez raisonner pour pouvoir se tourner de bord pour que la circulation se rétablisse dans son bras. Donc, la difficulté à raisonner, ça, on voit ça dans le stade un petit peu plus avancé de la démence.
Ensuite, on a quand même les symptômes physiques. C'est important de comprendre que ce n'est pas tous les clients qui vont avoir tous ces symptômes-là. La plupart des patients, par contre, ils vont avoir des changements dans le patron de la marche. Ils n'ont plus de balancement des bras. Avec la maladie de Huntington, la démence qui est transmise de façon héréditaire, la démarche est différente des autres démences. La démarche est plus comme une démarche dansante. On dirait que tout bouge quand ils marchent. Beaucoup de patients atteints de démence qui vont faire l'hyperoralie, donc tout porté à leur bouche, ce qui cause des risques d'empoisonnement et d'aspiration. Ils ont les troubles de déglutition qui va main dans la main avec la salivation excessive. Donc ça cause des risques d'aspirer les sécrétions dans les poumons. Faut prendre en note que la majorité des gens, comme vous le savez tout possiblement, c'est que la majorité des gens qui souffrent de démence ne mourront pas de leur démence, vont plutôt mourir de complications de leur démence. Ils vont faire une septicémie suite à une infection d'urine, ils vont faire une pneumonie suite à une aspiration dans les poumons. Il y a environ 10% des personnes atteintes de démence qui vont aussi souffrir de convulsions, qui peut emporter de l'anoxie cérébrale, donc un manque d'oxygène au cerveau, qui va causer encore plus de détérioration au niveau cognitif. Fait que c'est pas tous les patients qui ont ces symptômes-là, ils n'ont peut-être pas tous ces symptômes-là tout en même temps non plus. Ça dépend vraiment, vraiment de l'évolution de la maladie. Fait que ça, c'est un retour sur tout ce qu'on a discuté la semaine passée, point de vue les symptômes cognitifs, fonctionnels et physiques de la personne atteinte de démence, puis qui nous a permis de comprendre un petit peu mieux les comportements des fois qu'on va avoir chez les personnes atteintes de démence. On va avoir des comportements difficiles chez la plupart des patients atteints de démence. Puis il faut comprendre qu'un comportement difficile pour nous n'est pas nécessairement un comportement difficile pour eux. Fait que ça, vous allez comprendre un petit peu plus tantôt ce que je veux dire par ça, OK? Des fois, c'est difficile de comprendre la raison qu'ils ont le comportement, mais la plupart du temps, c'est que la personne a vu nous communiquer quelque chose. Elle n'est pas en mesure de nous communiquer quelque chose à cause de l'aphasie. Donc, ça va déclencher un comportement qui va être possiblement de l'agitation au début de tout. OK? Fait que ça peut avoir beaucoup, beaucoup de causes, les comportements. Ça peut être causé par les lésions cérébrales en tant que telles. Ça arrive. Mais la plupart du temps, il va y avoir un événement déclencheur. Il y a quelque chose qui a déclenché le comportement difficile. C'est là où ça devient difficile d'essayer de trouver qu'est-ce qui a déclenché le comportement difficile. Puis des fois, ça vaut de la peine de mettre nos efforts en place pour essayer de gérer ce comportement difficile-là. Puis des fois, le comportement difficile, il est difficile pour nous, mais il n'est pas difficile pour le patient. Fait il faut choisir nos batailles des fois. Fait que tantôt, je vais vous en parler un petit peu plus de ça, là, de vos choix face à tout ça. Fait que les causes des comportements difficiles, on a un inconfort, on a de la douleur, on essaie de l'exprimer, le patient essaie d'exprimer sa douleur ou son inconfort, mais il n'est pas capable de l'exprimer avec des mots, donc il va devenir agité. La fatigue peut causer des comportements difficiles. C'est un peu comme les jeunes enfants. Vous savez, les mamans qui ont eu des jeunes enfants, à un moment donné, je suis sûre que ça vous a déjà arrivé, l'enfant vient tellement fatigué, il ne se comprend plus. Bien, c'est un peu la même chose avec la personne atteinte de démence. Quand elle devient trop fatiguée, elle ne se comprend plus. Donc, elle va devenir agitée. Souvent, c'est trop de stimuli. Puis pour nous, les personnes qui n'ont pas de déficit cognitif, on ne s'en rend pas compte de tous les stimuli qu'on a jour après jour. Pour eux, trop de stimuli peut causer beaucoup de stress et d'anxiété, donc qui va causer de l'agitation. Fait que quand tout le monde parle en même temps, quand il y a beaucoup de bruit, les intercoms, les téléphones qui sonnent, les beepers, beaucoup de patients qui parlent en même temps. Dans la salle à manger, si vous avez des salles à manger, les bruits des couteaux, des fourchettes, le radio qui fonctionne, la télévision qui est ouverte en tout temps, c'est trop de stimuli. Fait qu'il faut essayer de diminuer les stimuli en autant que possible. Je ne vous dis pas d'abolir complètement les stimuli parce qu'ils ont quand même besoin de stimulation, mais essayer d'éliminer les stimuli qui sont non essentiels lors des tâches et des activités. Souvent,
c'est le travailleur même qui peut déclencher un comportement difficile. Puis je vous dis pas ça parce que je place les blâmes. C'est vraiment pas ça que je veux faire. Mais parfois, le travailleur, il est trop nerveux, il est mal à l'aise, il est impatient, il comprend pas la maladie. Il y a un manque de connaissance face à la maladie. Puis ça, je le vois souvent. Des gens qui savent pas comment travailler avec une personne atteinte de démence, qui comprennent pas la maladie. Plus que vous allez comprendre la maladie, plus que vous allez connaître la maladie, plus que vous allez vous sentir à l'aise de pouvoir gérer votre patient qui est atteint de démence. Des fois, c'est que le client a honte ou il est frustré de ne pas être capable de faire ce qu'il avait l'habitude de faire dans le passé. Imaginez-vous si vous avez toujours été capable de vous laver seul, puis que tout d'un coup, vous n'êtes plus capable de vous laver seul, il faut vous compter sur quelqu'un pour vous laver, mais vous ne pouvez pas le dire que ça fait vraiment pas votre affaire, bien, vous risquez de devenir agité ou même possiblement agressif. Des fois, on a tendance à surestimer la capacité de la personne qui est atteinte de démence. Puis, des fois, on ne réalise pas que sa capacité peut être changeante. Ça ne prend pas grand-chose pour que la capacité soit changeante. Peut-être que la personne, hier, elle était capable de s'alimenter par elle-même. Puis peut-être qu'aujourd'hui, il y a trop de stimuli, il y a trop de bruit, il y a trop de monde alentour, puis la personne n'est plus capable. Elle n'est plus capable de gérer ça et elle devient anxieuse face à tout ça. Parfois, le comportement difficile va être causé parce que le client, il s'enfuit. On le pousse au bout du mur. OK? Ça, c'est une des choses qu'il ne faut pas faire. Pousser la personne au bout du mur, essayer de la pousser jusqu'à temps qu'elle soit rendue à bout. Il ne faut pas faire ça. On ne doit pas tester la mémoire à court terme. La mémoire à long terme, comme je vous ai dit la semaine passée, pas de problème. Posez-leur des questions sur ce qui s'est passé dans le passé, la journée de leur noces, n'importe quoi, puis ils vont être heureux de vous répondre parce qu'ils s'en souviennent de ça. Par contre, si vous leur posez des questions sur un événement récent, il y a des grosses chances qu'ils ne s'en souviennent pas, puis ça va causer de la frustration. Et vous posez juste une question à la fois et donnez-leur suffisamment de temps pour bien interpréter le sens de la question. Si vous êtes obligé de répéter la question à nouveau, c'est préférable d'utiliser la même terminologie que vous avez utilisée la première fois, parce que la personne, ça va lui prendre au moins une 20 à 30 secondes à pouvoir interpréter ce que vous venez de lui dire. Et si vous répétez la phrase d'une autre façon tout de suite, la personne est rendue avec 2 phrases à interpréter. Non seulement une, mais 2 phrases à interpréter. Fait qu'on utilise la même terminologie quand on doit répéter une phrase. Parfois, ça peut être causé par des effets secondaires de certains médicaments. Les effets secondaires de certains médicaments peuvent causer des fois des symptômes qui sont désagréables pour le client, comme qu'il est aphasique, il n'est pas capable de l'exprimer. Okay? Donc, il va devenir agité. Ça vaut la peine à un moment donné de s'asseoir avec le médecin et avec la famille pour discuter de la thérapie médicamenteuse chez le patient atteint de démence. À un moment donné, il faut faire du ménage. J'ai un petit peu de misère à concevoir qu'on va continuer à donner des médicaments pour la prévention du cholestérol à un patient atteint de démence qui est rendu à 86 ans. Qu'est-ce que ça donne d'essayer de prévenir le cholestérol rendu à 86 ans? Ça donne plus grand-chose. C'est pareil comme, vous connaissez sûrement le médicament qu'on appelle le Fosamax, qui est donné pour la prévention de l'ostéoporose. Mais le Fosamax, c'est une grosse pilule. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est très difficile à avaler. On ne peut pas l'écraser, on ne peut pas la couper. Elle doit être avalée tout rond. En plus de ça, elle doit être avalée à jeun. La personne doit rester assise au moins 30 à 40 minutes après la prise du médicament. Fait que là, vous donnez le médicament à 6h30 le matin parce que le déjeuner est servi à 7h. Vous le donnez une demi-heure avant. Puis là, vous dites au patient qu'il ne faut pas qu'il se recouche. Puis votre patient, il est atteint de démence. C'est garanti que votre patient, il n'a pas compris ça. Il y a de grosses chances qu'il va se recoucher. Puis, le Fosamax, le problème avec le Fosamax, c'est un médicament qui est très irritant pour l'œsophage. S'il fond dans l'œsophage, il risque de causer des ulcères à l'intérieur de l'œsophage. C'est pour ça que la personne ne doit pas être couchée après la prise du Fosamax. Rendu à 90 ans, essayer de prévenir l'ostéoporose,
ça ne vaut plus grand-chose non plus. Okay? Si que l'ostéoporose devait s'installer, elle est déjà installée à 90 ans, ce n'est pas le Fosamax qui va faire la différence. Fait que des fois, il faut essayer de faire un petit ménage dans les médicaments qui sont considérés comme non essentiels, tous les médicaments qui sont dans le but de prévenir l'apparition d'une maladie. C'est plus vraiment recommandé de continuer ce genre de médicaments-là. On donne les médicaments essentiels seulement. Les médicaments pour le diabète, les médicaments pour le cœur, les médicaments pour dormir lorsque c'est nécessaire, les anti-anxiolytiques lorsque c'est nécessaire. Mais tous les médicaments qui sont dans le but de prolonger ou de prévenir l'apparition d'une maladie sont rendus inutiles à ce stade-là. Les autres causes de comportement difficile, bien, souvent, c'est les nouveaux employés ou des changements dans l'horaire. On essaie d'éviter les surprises, faites les changements de façon graduelle, laissez la chance aux patients de s'adapter. Je vous donne comme exemple, si disons que ça fait des années que votre patient est dans votre foyer ou sur votre unité, puis que vous avez toujours servi le repas du midi à midi, puis que tout d'un coup, à cause d'un changement d'organisation, vous devez servir le repas à 11h30 au lieu de midi. C'est préférable de le faire de façon graduelle. Au lieu de faire le changement drastique du jour au lendemain, enlevez 5 minutes à chaque jour jusqu'à temps que vous arrivez à l'heure que vous voulez avoir de repas de servi. Oui, ça prend de l'organisation. Oui, c'est pas tout le temps facile. Mais comme je vous l'ai dit à la première session, c'est impossible de demander à un client atteint de démence de s'adapter à nous autres. C'est à nous à s'adapter à eux. Parfois, le comportement difficile va être causé par l'ennui. Justement, il n'y a pas assez de stimuli. Fait que trop de stimuli, c'est pas bon. Pas assez de stimuli, c'est pas bon non plus. Fait qu'il faut essayer de les garder occupés, leur faire faire des choses qu'ils aiment, qui correspondent à leur goût, leur faire faire des petites tâches qui sont faciles, qui sont des tâches répétitives. Plier des serviettes, plier des linges à vaisselle, plier des devants de bouillette, n'importe quoi qui c'est des tâches répétitives, mais qui plaît à la personne. OK? Il ne faut pas imposer des activités à la personne si ce n'est pas dans ses goûts. Fait que, je prends tout le temps la peine de mentionner le bingo. Le bingo semble être une activité récréative qui est très populaire chez les personnes âgées, oui. À un certain moment donné, par contre, la personne atteinte de démence ne sera plus capable de faire une game de bingo de façon conventionnelle. Il va falloir changer la game de bingo. Au lieu d'avoir des chiffres, avoir des images. Au lieu d'avoir des litres, au lieu d'avoir 5 litres BINGO, avoir juste 3 litres. On va être obligé de changer un petit peu la façon de le faire. Mais c'est pas tout le monde qui aime jouer au bingo. Moi, mais que je sois dans un foyer de soins, parce qu'on va tout arriver là à un moment donné, un jour, quand je vais être dans un foyer de soins, amenez-moi pas jouer au bingo. C'est quelque chose que j'ai jamais aimé, qui m'a jamais intéressé, puis que ça me stresse en plus de ça. Si vous m'imposez de jouer au bingo, puis que je fais une démence, il y a des grosses chances que je vais venir agiter, parce que ça ne m'intéresse pas pantoute. Ça ne m'a jamais intéressé dans le passé. Fait qu'il faut que ça corresponde au goût de la personne. Il ne faut pas imposer nos propres préférences à nous autres. Je commence par vous parler des différents comportements difficiles qu'on peut avoir avec la démence. Fait que l'agitation, vous la connaissez, l'agitation. L'agitation, c'est bouger, c'est bouger pour aucune raison, parler sans arrêt, marcher sans arrêt, tout toucher, porter tout à leur bouche, pour ceux qui font de l'hyperoralie, se tordre les mains. Ça, c'est tout des signes d'agitation. Quand on a de l'agitation, habituellement, le patient, c'est sa façon de nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'est pas capable de nous dire qu'est-ce qui ne va pas parce qu'il est aphasique, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, à ce moment-là, il faut essayer de le rassurer. Donc, il faut que notre patient il ressente notre présence, puis il faut qu'il ressente notre présence de façon bienveillante et empathique. Fait que, essayez de rassurer votre patient autant que possible par le toucher. Je parle du Indian Handshake. Le Indian Handshake, c'est quand vous placez la main de la personne entre vos deux mains, OK? Ça a un sentiment de réconfort pour ces personnes-là. Les chaises barreuses peuvent aider à calmer l'agitation.
Des fois, c'est une cause vraiment précise qui va causer l'agitation. À ce moment-là, on va mettre en place le processus de résolution de problème si que l'agitation cause un problème. Fait que je vous en parle un peu plus tard tantôt. Mon conseil que je vous donne face à l'agitation, c'est que si vous ne réagissez pas à l'agitation, que vous laissez ça faire, puis que la cause de l'agitation demeure, c'est garanti qu'à un moment donné, l'agitation va se transformer en agressivité. Parce que vous ne faites rien pour régler le problème, le patient va devenir agressif éventuellement. Qu'est-ce qui est l'agressivité? L'agressivité, c'est une manifestation de colère. Le patient, le client, il est fâché. Il peut avoir des comportements verbaux, vous insulter, vous faire des menaces, crier après vous. Souvent, les mots ne veulent pas dire grand-chose. Ou il peut avoir l'agressivité qui est physique, essayer de vous frapper, vous mordre, vous arracher les cheveux, etc. Des fois, l'agressivité peut être causée par une lésion cérébrale. Ça peut arriver, mais dans la plupart du temps, c'est un élément déclencheur qui a causé l'agressivité. On a commencé par de l'agitation. Les gens n'ont pas réagi face à l'agitation, donc ça s'est détérioré jusqu'à temps que le patient devienne agressif. Rappelez-vous que c'est la maladie qui cause ça. C'est pas dirigé directement contre vous. Il y en a qui prennent ça, il y a des personnes qui soignent des gens atteints de démence puis qui prennent ça très personnel, qui ont beaucoup de peine. Mais il ne faut pas vous preniez ça personnel. C'est pas contre vous que la personne en a, c'est contre sa situation qu'elle est en train de vivre puis que vous ne comprenez pas. Mais pas fâché contre vous, mais fâché contre sa situation qu'elle est en train de vivre. Un autre comportement difficile qu'on va avoir, c'est l'errance. L'errance, ça c'est se promener pendant un grand bout de temps, sans nécessairement vouloir aller à quelque part, sans avoir vraiment un but apparent pour pouvoir marcher. OK? Si la personne elle marche dans un milieu qui est sécuritaire, puis que ça lui fait du bien de marcher, ça soulage son anxiété, ça soulage son agitation, c'est pas un problème, c'est même pas considéré un comportement difficile si que la personne est heureuse de le faire. Par contre, l'errance devient un comportement difficile si que la personne marche au point de devenir exténuée, si qu'elle marche au point que ça perturbe son sommeil, si ça marche, si qu'elle marche au point de perdre du poids, débalancer, si c'est un patient qui est diabétique, débalancer son diabète. Si Clarence l'emmène à tenter de faire des fugues, ça devient un comportement difficile. Là, à ce moment-là, il faut essayer de régler le problème. Les causes de l'errance sont très multiples. Ça peut être plusieurs facteurs qui vont déclencher de l'errance. On recommande pour les gens qui font de l'errance, pour ceux que ça ne cause pas de problème, on ne fait rien. On les laisse se promener dans un environnement sécuritaire. Par contre, pour ceux que ça cause des problèmes, à ce moment-là, il faut essayer de trouver le facteur déclenchant. Fait que, des fois, juste tenir un journal de l'errance, quelle heure que ça s'est produit, c'était quoi l'événement qui s'est produit juste avant, peut nous donner des indications sur qu'est-ce qui causerait l'errance. Le processus de résolution de problèmes que je vais vous montrer tantôt est très efficace aussi pour gérer les problèmes de errance. Par contre, si vous pouvez trouver la cause de l'errance, souvent, vous allez régler le problème très rapidement. Fait que plusieurs causes possibles de l'errance, la douleur ou l'inconfort. Et puis, il n'est pas capable de vous le dire, donc il faut être attentif au message non verbal. Il faut essayer de trouver la cause de la douleur ou de l'inconfort. Des fois, on est obligé de faire le tour de tous les systèmes pour essayer de déterminer qu'est-ce qui pourrait causer ça. Le trop de stimulation qui aurait causé de l'anxiété ou du stress, le client va faire de l'errance, il va se mettre à se promener parce que ça lui cause du stress. Je vous recommande à ce moment-là de le déplacer vers un endroit qui est plus calme et sécuritaire pour qu'il puisse continuer son errance, mais il va finir par se calmer tout seul. La plupart du temps, c'est que la personne, elle cherche quelque chose de familier. Elle veut retourner chez elle. Elle veut retourner à la maison familiale. Elle veut aller préparer les repas des enfants, même si les enfants, ils sont partis de la maison, ça fait longtemps.
Ça revient un peu à la cause qu'il essaie de revenir à un événement qui s'est produit dans le passé. Ça revient un petit peu à ça. Fait que ça, souvent, ben, juste essayer, tu sais, de faire un environnement qui est familier pour le patient, ça peut aider beaucoup. Avoir des photos, des objets personnels. Puis je sais là, qu'on rentre dans les chambres des fois, là, puis c'est plein de knick-knack qui ramassent la poussière un petit peu partout, là. 2000 photos accrochées après les murs, etc. Mais c'est tout pour essayer de former un environnement qui est familier pour le patient. Si votre client s'ennuie, qu'il n'y a rien à faire, qu'il manque de stimuli, il va se promener. Il y a des fois certains médicaments qui vont causer un surplus d'énergie. Puis, pour pouvoir drainer le surplus d'énergie, bien souvent, ça va augmenter les symptômes d'errance. Fait que si, disons, par exemple, votre patient, vous êtes obligé de le mettre, le médecin est obligé de le mettre sur la cortisone pour une période de temps, désolé, pour une période de temps à cause de, disons, une pneumonie, il va prendre la cortisone, mais vous savez, la cortisone, ça donne un regain d'énergie à un moment donné. Fait qu'il faut qu'il brûle cette énergie-là. Encore une fois, je suis désolée. Et ensuite, on va avoir souvent le besoin d'aller à la toilette, mais on ne peut pas trouver la toilette. Donc, s'assurer que vous avez bien identifié les portes où sont les salles de bain. Une bonne habitude de les emmener aux toilettes de façon très régulière pour que justement, on ait moins de dégâts que possible. L'errance va parfois apporter les fugues. Puis, comme je disais tantôt, c'est probablement le comportement qui cause le plus d'anxiété chez la personne qui est soignante. La peur de perdre un patient, la peur qu'il y ait un patient qui s'ennuie. Les fugues, c'est l'action de s'enfuir de où on vit ordinairement. Fait que c'est pas tous les patients qui vont vouloir faire des fugues. Il y en a même certains qui ont vraiment peur de sortir de leur environnement familier, qui vont plutôt avoir tendance à avoir des comportements suiveurs, essayer de suivre une personne qui leur apporte beaucoup, beaucoup de réconfort. Mais certaines personnes vont quand même faire des fugues. Puis c'est de valeur parce qu'à tous les années, on a des patients qui sortent de leur résidence, que ce soit un foyer de soins ou que ce soit une résidence privée. Ou même dans les hôpitaux. Parfois, il y a des patients qui vont sortir, puis des fois, ils sont retrouvés, mais ils sont retrouvés un petit peu trop tard. Souvent, ils sont retrouvés, ils arrivaient à proximité du lieu où ils voulaient se rendre. Quelques années passées, vous n'avez peut-être entendu parler dans un foyer de soins de la région de Saint-Jacques, dans le nord-ouest de la province. Une dame est sortie en plein milieu de la nuit. Il n'y avait pas de système de sécurité dans le foyer où elle demeurait. On n'a jamais pensé que c'était une dame qui aurait pu faire une fugue. Elle est sortie en plein milieu de la nuit, c'était l'hiver. Elle a été retrouvée environ 8 heures plus tard. Puis elle était décédée quand elle a été retrouvée. Elle était morte gelée. Donc, il faut qu'on mette en place toutes les mesures afin de prévenir les fugues chez les patients qui sont à risque de fugue. Les causes possibles des fugues, la personne est désorientée dans le temps. Elle pense encore qu'elle a des enfants à la maison, qu'elle doit aller s'occuper de ses enfants à la maison. Ou la personne est désorientée dans l'espace. Elle veut s'en aller travailler, même si elle ne travaille plus, ça fait des années et des années. Des fois, c'est juste, elle cherche le réconfort d'une famille, d'un être aimé. Des fois, c'est juste le besoin de sortir parce qu'il n'y a pas assez d'activités à l'endroit où on demeure. Parfois, c'est juste qu'elle ne reconnaît pas l'endroit où elle demeure, puis elle veut s'en aller dans un endroit qui est familier pour elle. Et je vous donne quelques conseils face à la prévention des fugues. Il y a des gens qui disent, ben, sortez-les pas dehors. Si vous les sortez dehors, ça va leur donner le goût de faire des fugues. Ben, c'est totalement l'opposé. Okay? Sortez-la le plus souvent possible pour lui faire prendre l'air, pour lui faire permettre de voir d'autres gens, pour lui permettre d'avoir d'autres activités, des distractions, etc. Si vous le sortez le plus souvent possible dehors, il va avoir moins le goût de s'en aller tout seul. Si la personne veut s'en aller, veut aller à quelque part, c'est important qu'on reste calme, paniquez pas. Ramenez-les doucement à la réalité. C'est vraiment une des seules fois qu'on devrait les ramener à la réalité. Puis dire, vous êtes avec nous autres, vous demeurez avec nous là, maintenant. Là, OK? On prend soin de vous, mais vous demeurez avec nous maintenant. Si la personne continue d'insister,
ben, faites la promesse que vous allez aller prendre une marche avec. OK? Mais tenez vos promesses en tout temps. Essayez de la distraire avec quelque chose d'autre, en lui faisant faire une activité qui lui plairait. Venez m'aider, on va installer les tables pour le souper. Venez m'aider, on va aller plier les débarbouillettes. OK? Essayez de leur faire changer les idées sur quelque chose. Ou même jouer un jeu de cartes ou quoi que ce soit, ce qui est familier pour la personne. Naturellement, il y a les bracelets médicalaires qui existent, qui sont impossibles à enlever. Mettre des petites étiquettes à l'intérieur des vêtements peut aider. Si c'est dans un foyer de soins privé où vous travaillez ou même dans un foyer de soins gouvernementaux, la plupart des voisins sont conscients que c'est un foyer, mais parfois ils ne sont pas toujours conscients que c'est un très petit foyer. Fait qu'avertissez les voisins, les dépanneurs du coin. Euh, il y a le registre d'errance de la Société d'Alzheimer canadienne où vous pouvez inscrire votre personne. Ayez un plan d'urgence en cas de fugue. Fait que ça devrait être établi d'avance avec une photo récente de la personne parce que c'est pas un bon timing quand vous venez de perdre votre patient, puis que vous n'avez même pas de photo récente de la personne pour essayer de retracer cette personne-là. Naturellement, il y a les systèmes de retraçage qui sont un peu comme un genre de GPS là, qui fonctionnent très bien. Les commentaires et les, euh, les idées de pensée face à ces systèmes de retraçage-là, c'est variable selon les gens, ça dépend de la culture des gens. Il y a des gens qui sont totalement contre ça parce qu'ils disent que ça va à l'encontre des droits de la personne. Oui, je suis consciente de ça, que ça va à l'encontre des droits de la personne, les droits à la vie privée, etc. Mais là, on le fait pour la sécurité de la personne. On ne le fait pas parce qu'on veut juste être curieux sur les déplacements de la personne. On le fait pour sa sécurité. Moi, personnellement, je suis pour les systèmes, mais j'ai été témoin de plusieurs événements dans le passé de personnes qui faisaient des fugues puis qu'on ne pouvait pas retrouver à temps. Fait que c'est pour ça que moi, je trouve que c'est utile, les systèmes de retraçage, mais c'est toujours une question de culture et d'idée de pensée. Essayez de faire que l'environnement physique de la personne incitera pas la personne à faire une fugue. Fait que tous les manteaux, ranger les manteaux, les porte-manteaux, les bottes, ranger ça dans des garde-robes. Laissez pas ça à la vue, OK, parce qu'il va avoir le goût de sortir. Des fois, on est obligé de dissimuler les portes de sortie avec des rideaux. La personne ne réalise pas qu'en arrière du rideau, il y a une porte, donc elle ne peut pas sortir. Si vous êtes dans un petit foyer de soins privé ou même si vous êtes à domicile, si votre patient est à domicile, moi, je recommande fortement d'avoir un système d'alarme qui va vous avertir si jamais que la porte est ouverte. Si votre patient circule à l'extérieur, essayez de le faire circuler dans un endroit qui est sécuritaire, qui est clôturé. OK? On appelle ça une contention environnementale. Les contentions les contentions physiques, comme les CJFIX, etc., ça va à l'encontre des droits de la personne. Par contre, les contentions environnementales, ils sont bien vus et bien acceptés pour la prévention des fugues. Si jamais votre personne fait une fugue, puis que vous la retrouvez, il ne faut pas faire de reproches. Approchez-la doucement pour ne pas lui faire peur. Continuez à marcher avec la personne, mais changez de chemin pour vous diriger à la maison, au foyer ou à l'unité où vous devez rapporter le patient. Dites-lui juste que vous êtes donc content de le voir, puis jasez comme si de rien n'était, parce que même si vous leur demandez pourquoi ils ont quitté, où ils allaient, où ils sont partis, ça donne pas grand-chose de demander ça. Fait que l'essentiel, c'est d'essayer de trouver la cause, pourquoi la personne a voulu fuguer à ce moment-là. Tu sais, je vous donne comme exemple, on a eu, à un moment donné, dans un foyer de soins où je travaillais, on a eu une patiente qui, chaque fois qu'elle avait la visite de son fils, elle avait la visite de ses filles, puis ça faisait pas ça. Mais chaque fois qu'elle avait la visite de son fils, puis qu'il s'en allait, elle essayait de fuguer. Ben, c'était facile à comprendre parce qu'elle voyait juste son fils à peu près une fois à tous les mois, tous les 2 mois, tandis qu'elle voyait ses filles 2, 3 fois par semaine. Et comme qu'elle voyait son fils moins souvent, elle le manquait. Elle essayait de fuguer à chaque fois. Après la visite de son fils, elle essayait de fuguer.
Fait que c'était l'élément déclencheur. Comment faire pour régler ça? Ben, c'était demander la coopération de la famille pour que le fils puisse aller visiter plus souvent, même s'il n'était pas longtemps. Fait que le journal, un journal qui indique les détails qui entourent l'événement déclencheur de la fugue peut aider beaucoup à essayer de régler ce problème de comportement-là. Les troubles de sommeil et l'errance nocturne sont un autre euh, euh, trouble de comportement qu'on peut avoir. Souvent, ça va main dans la main, ils ne peuvent pas dormir, donc ils se promènent. C'est très difficile si que la personne demeure dans son domicile encore, parce que souvent, c'est les soignants naturels qui vont en prendre soin. Fait que si que le soignant naturel euh, prend soin de la personne atteinte de démence toute la journée, elle a besoin de son sommeil le soir, la nuit, pour récupérer, pour pouvoir se relancer dans la prochaine journée. Par contre, si que le patient se promène à longueur de nuit, la personne n'a jamais la chance de récupérer, la personne devient exténuée. Nous, on l'a expérimenté avec mon beau-père qui faisait de l'errance nocturne. Fait que ma belle-mère était la soignante naturelle. Il a demeuré à la maison jusqu'à environ 6 mois avant son décès. Puis, elle est devenue exténuée. Écoute, elle a perdu tellement de poids parce qu'elle était juste plus capable. Puis à un moment donné, on s'est dit, si qu'on ne place pas Monsieur Lang, c'est Madame Lang qui va mourir. Fait qu'on a été obligé de le placer à ce moment-là parce qu'elle était plus capable de faire 24 heures par jour comme ça. C'est difficile aussi pour la personne qui demeure dans un foyer de soins parce qu'il y a moins de personnel de disponible la nuit pour faire la surveillance. Fait que les personnes qui demeurent en foyer de soins, il faut s'attendre que des fois, vous allez avoir des gens qui vont faire de l'errance la nuit. C'est un peu l'avantage pour les gens qui travaillent dans des maisons de style carpe diem, où il n'y a pas d'horaire, où on a autant de personnel jour, soir, nuit, et on s'adapte à l'horaire du patient et non à notre horaire à nous autres. C'est important d'étudier le comportement, les raisons qui vont faire que la personne va circuler beaucoup la nuit. Des fois, c'est juste parce qu'ils ont le cycle du sommeil est perturbé. On se mêle entre le jour et la nuit. Fait que ça arrive souvent avec la démence. Il ne faut pas oublier aussi que la personne, souvent, elle a moins besoin de sommeil. Plus qu'on vieillit, moins qu'on a besoin de sommeil. Puis ça peut être causé par plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que des fois, on leur laisse souvent faire des siestes pendant le jour. C'est correct de faire des siestes pendant le jour, il n'y a pas de problème, mais il ne faut pas faire trop de siestes pendant le jour. Si que la personne dort après le dîner, que vous l'installez pour un somme, puis que vous la réveillez juste à 4h30 pour le souper, ben il y a des grosses chances que la personne ne dormira pas beaucoup cette nuit-là. Fait que des petites siestes durant le jour de 30 minutes, 40 minutes, c'est correct, mais ça ne devrait pas se prolonger pendant des heures. Des fois, l'errance nocturne est causée parce que la personne a besoin d'aller aux toilettes, ne retrouve pas la toilette. À ce moment-là, la chaise d'aisance, la commode à côté du lit pourrait aider beaucoup. Promouvoir une atmosphère qui est calme en soirée. La plupart des foyers de soins sont sensibles à ça et les unités de soins prolongés sont sensibles à ça. Ils ne serviront pas de thé, café, chocolat, cola pendant la soirée parce que c'est tout plein de caféine, c'est un stimulant. Essayez d'établir une routine de coucher en autant que possible. Vous-même, essayez de ne pas montrer d'anxiété. Si vous êtes anxieux, vous augmentez l'anxiété chez le patient. L'anxiété va causer de l'agitation. L'agitation va emporter l'errance. L'errance va emporter les fugues. Donc, c'est un peu comme la chanson L'arbre est dans ses feuilles, là, tout se suit. Fait qu'il faut essayer de rester calme le plus possible. Les comportements répétitifs sont un comportement difficile qu'on rencontre très souvent avec la démence. Mais ce n'est pas tout le temps un comportement difficile, il faut s'entendre. Fait que c'est souvent sans danger. Ils font un comportement qui est répétitif, mais qui ne causera pas de blessure et qui ne causera pas de danger au patient. Fait que le problème, c'est que ça devient épuisant pour nous, les travailleurs, le comportement répétitif. Des exemples de comportements répétitifs,
Toujours poser la même question, toujours répéter la même histoire, toujours répéter les mêmes mots. Ça, là, ça vient drainant à un moment donné, là, que tu te fais poser la même question 25 fois dans la même journée, là, ça devient drainant. Les comportements suivants, ils vous suivent partout, partout, parce que ça leur donne un sentiment de réassurance, de vous suivre partout. Se laver les mains à répétition. C'est obsessif. Plier, déplier le même morceau de tissu. Se frotter la peau au même endroit sans arrêt. Comme je vous disais, les comportements répétitifs n'ont pas toujours besoin d'être réglés. Ça n'a pas toujours besoin d'être géré. OK? Et si le comportement répétitif, c'est le fait de plier, déplier le même morceau de tissu et que ça ne cause pas de problème, laissez-la faire. Par contre, si que le comportement répétitif, c'est de se frotter un endroit du corps sans arrêt jusqu'à temps que la personne cause des blessures, comme j'ai déjà vu dans le passé. On avait une patiente à un moment donné avec un Huntington, une jeune patiente avec Huntington juvénile. Puis, le comportement répétitif qu'elle avait, c'est qu'elle se frottait toujours sur le côté de la tête, au point de se causer des flictènes, des grosses cloches d'eau tout le long des oreilles sur le côté de la tête. Elle a eu ce comportement répétitif-là pendant des mois et des mois. Puis à un moment donné, il fallait vraiment essayer de trouver la cause du comportement répétitif. Ça a été difficile, mais on a fini par pouvoir trouver la cause. Donc, le comportement répétitif ne nécessite pas toujours que ce soit géré. Ça apparaît habituellement à un niveau un peu plus avancé de la maladie. Puis comme je vous disais tantôt, si ça ne nuit pas à la personne, on essaye de tout simplement ignorer le geste répétitif. Par contre, si ça cause des problèmes, il faut mettre quelque chose en place pour essayer de régler le problème. Puis, la meilleure façon de trouver la cause d'un comportement répétitif, c'est de faire le processus de résolution de problème que je vais vous enseigner tantôt. Il n'y a pas de comportement répétitif va être causé par l'anxiété, la peur, l'insécurité. Il ne peut pas rester calme, il faut qu'il bouge tout le temps. Puis ça ne donne rien de gronder la personne, ça ne donne rien de faire des reproches. La seule affaire que vous allez faire en faisant les reproches, c'est causer l'anxiété qui a été probablement à la base de déclencher ce comportement répétitif. Je vous parle un peu de la dépression, que certains considèrent un comportement difficile, malgré que moi, je ne considère pas ça un comportement difficile, je considère ça un symptôme. Pas tout à fait la même chose. Fait que l'anxiété, l'irritabilité, l'agressivité, souvent, ça va être accompagné de dépression, mais il faut faire attention parce que des fois, la dépression, elle est fréquente chez le client atteint de démence, mais elle n'est pas traitée. Puis c'est facile de traiter la dépression chez le client atteint de démence. C'est juste qu'il faut qu'il soit diagnostiqué. Et le fait que votre patient se met à pleurer tout le temps, tout d'un coup, c'est un symptôme de dépression ou c'est un symptôme de douleur, mais c'est un symptôme de quelque chose, OK? Il faut essayer de diagnostiquer à ce moment-là. Fait que, comment est-ce qu'on fait pour gérer des comportements difficiles? Fait que là, moi, je vous donne quelques petits conseils, OK? Que je suis sûre que c'est beaucoup de choses que vous faites déjà, ou il y a certaines choses que probablement vous faites déjà ou que peut-être vous avez déjà fait dans le passé puis ça a fonctionné puis que ça vaudrait peut-être la peine de recommencer à le faire. Fait que quelques petits conseils. Premièrement, des bonnes techniques de communication. N'oubliez pas que la communication verbale constitue environ 7 de la communication. Fait que les mots, là, ça représente environ 7 de la façon qu'on transmet notre message et de la façon que notre message est analysé et interprété. Le reste, 93 c'est tout du langage paraverbal et non-verbal. Donc, votre ton de voix, votre intonation, la vitesse à laquelle vous parlez, votre gestuelle, votre faciès, tout ça, ça fait partie du comportement de la communication non-verbale et paraverbale. C'est très important de bien communiquer avec la personne de façon douce et respectueuse. Comme je dis tout le temps, essayez d'en savoir le plus possible au sujet de la maladie puis au sujet du client lui-même. Plus que vous allez connaître votre client, plus que ça va être facile pour vous.
N'oubliez pas que la communication, les problèmes de communication, ça peut résulter d'un autre problème que la démence. Peut-être que la personne elle est sourde, que ses appareils auditifs sont plus bien ajustés ou même que les batteries sont à terre. Ou peut-être que la personne a l'habitude de lire sur les lèvres, puis que là, tout d'un coup, on porte des masques, fait qu'elle n'est plus capable de lire sur les lèvres. Ça devient très difficile pour eux. Fait que ça peut avoir une cause différente que la démence comme telle. Parler de façon respectueuse, ne pas les infantiliser, ça je passe mon temps à répéter ça à mes étudiants, ne pas infantiliser les personnes âgées, ne pas infantiliser les personnes atteintes de démence. Ils font une démence, mais ce ne sont pas des enfants. Fait qu'on doit leur parler de façon respectueuse, avec le vouvoiement et avec leur nom, et en évitant les petits termes affectueux que beaucoup de gens semblent aimer utiliser. Ma mère, puis pépère, puis cher, chérie, ma catin, etc. Là, on doit éviter ça, ça manque de respect. Apprenez à vous mettre à la place de la personne atteinte. Comment vous vous senteriez si vous seriez dans cette situation-là? Choisissez les bons moments, un bon environnement, un environnement qui est calme. Surtout, respecter son rythme. On ne peut pas lui demander d'aller à la même vitesse qu'elle avait quand elle était jeune. Il faut respecter la capacité de la personne en tout temps. Je vous raconte la petite histoire suivante. Puis c'est de valeur parce qu'on ne pourra pas faire le processus de résolution de problème. Absolument, j'utilise la petite histoire pour faire le processus de résolution de problème, pratiquer avec vous, mais on fait ça en groupe. Mais si vous voulez tenter de le faire quand même par vous-même, c'est quand même correct en utilisant les étapes du processus de résolution de problème que je vais vous expliquer tantôt. Avec la petite histoire, M. Long souffre d'une démence de niveau modéré. Il demeure à son domicile avec sa femme et bénéficie des services d'aide à domicile à concurrence de 3 heures par jour, 7 jours par semaine. Le dimanche, c'est toujours la même routine. La travailleuse doit se dépêcher pour préparer M. Long pour la visite de sa famille. Ensuite, elle aide Mme Long à préparer le repas du midi pour toute la petite famille. Habituellement, les 4 enfants et 6 petits-enfants, âgés de 2 à 8 ans, viennent visiter tous les dimanches après la messe et dînent avec M. et Mme Long. Les visites se terminent la plupart du temps en larmes. Lors de la visite, tout le monde parle en même temps, les petits-enfants s'amusent, sont assez bruyants, la télévision est allumée, les femmes s'apprêtent dans la cuisine, au son des chaudrons et de la vaisselle. Plus la matinée avance, plus M. Long devient agité. La plupart du temps, on doit expédier le repas car M. Long est très agité, parfois même agressif envers les petits-enfants. Il est tellement agité parfois qu'il n'est même pas en mesure de prendre son dîner. Les enfants pleurent car M. Long crie et parle fort. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Fait que, il y a plusieurs gros bobos là, dans tout ce qu'on voit ici. Là. Il y a plusieurs gros bobos. On devrait limiter le nombre de personnes durant les visites. Ça serait préférable qu'au lieu que toute la gang y aille en même temps le dimanche, ça serait préférable que chacun prenne son tour et qu'on éparpille les visites tout le long de la semaine. Que ça soit réparti au fil des journées. Diminuer les stimuli lors des visites. C'est pas nécessaire d'avoir la radio, la télévision, etc., qui fonctionnent en même temps que tout le monde jase en même temps. Essayer de rendre ça le plus paisible et le plus calme que possible lors des visites. Quand je fais le processus de résolution de problèmes, habituellement, on utilise cette histoire de cas-là pour trouver les solutions. Puis ça, c'était des solutions qui auraient pu être apportées. Limiter le nombre de personnes, chacun son tour, alterner, diminuer les stimuli lors de la visite. Les techniques de base d'intervention pour gérer les comportements difficiles, il y en a beaucoup. Il y a la thérapie de la validation. La thérapie de la validation, c'est au lieu de corriger la personne qui dit ou qui fait quelque chose qui ne fait pas d'allure, on rentre dans son monde pour essayer de mieux comprendre ce que la personne est en train de vivre. La thérapie de la validation, ça a été développé par une travailleuse sociale qui est quand même très connue, Naomi Feld, dans les années 70. C'est encore utilisé aujourd'hui, c'est encore très efficace aujourd'hui. Au lieu de contredire, on rentre dans son univers. Quand la personne dit
Bon, ben, je veux m'en aller travailler. Mais au lieu de dire, ben non, vous ne travaillez pas, vous êtes sur votre retraite, vous avez 86 ans, c'est plus le temps d'aller travailler. On rentre dans son monde. C'est quoi vous faisiez comme travail? Et dites-moi, c'était quoi les salaires dans ce temps-là? Combien d'heures par semaine vous faisiez? C'était quoi vos tâches? Vous rentrez dans leur monde. Souvent même, ça va leur donner un grand sentiment d'accomplissement de ce qu'ils ont fait dans leur vie. Fait qu'on appelle ça la validation. Ensuite, divertir ou distraire, fait qu'on détourne l'attention, le stimuli déclencheur, vers un autre stimuli qui calmerait. Fait que si disons qu'il y a beaucoup de bruit dans la salle à manger, puis que, disons que la radio ou la télévision est ouverte, bien, on offrirait un aliment que la personne aime, puis pour essayer de la distraire en attendant qu'on va éteindre la radio ou la télévision. Souvent, on va choisir de retirer la personne de l'élément déclencheur. Fait que dans ce cas-ci, on l'aurait retiré vers un endroit plus calme. C'est pas nécessairement bon que tout le monde mange dans la même grande salle tout le temps. Des fois, c'est préférable d'avoir des petites salles désignées avec un nombre limité de personnes dans ces petites salles-là pour les repas. Réduire et contrôler les stimuli. Ça serait justement ça, là, avoir des plus petites salles, avoir moins de monde, moins de stimuli à l'intérieur de l'activité. Rassurer la personne, ça ne marche pas tout le temps, mais des fois, juste rassurer, mettre votre main sur sa main, donner des petites tapes sur la main, dire c'est correct, tout va bien, je suis avec vous, OK? Ça aussi, ça peut aider. Rediriger vers une autre activité qui serait plus productive pour la personne. Fait que je raconte toujours les 2 événements suivants que j'ai vécu avec des patients. L'exemple du facteur. À un moment donné, dans un foyer, on avait un monsieur atteint d'une démence, puis les gens disaient qu'il était voleur. Il n'était pas voleur. Il venait, quand il n'y avait pas personne au poste, il venait, puis là, toutes les enveloppes, n'importe quelle enveloppe, ça n'avait pas d'importance, les enveloppes qu'il y avait là, toutes les enveloppes qu'il pouvait trouver au poste, il les prenait, OK? Puis après ça, il allait dans les chambres puis il distribuait les enveloppes à du monde. Fait que, écoute, là, puis des fois, on perdait des enveloppes qu'on ne retrouvait jamais, là, OK? Puis des fois, c'était des enveloppes qui étaient importantes. Fait qu'à un moment donné, c'est ça, à force de questionner la famille, à savoir pourquoi le monsieur aurait eu ce comportement-là, on a fini par savoir que c'était un facteur dans son passé, qui était un facteur, puis qui faisait les livraisons de porte à porte. Fait qu'on a réglé le problème très facilement, puis on a même demandé la collaboration des autres résidents, ce qui a aidé beaucoup. Fait qu'on a préparé des enveloppes avec la photo de plusieurs résidents. Chaque enveloppe, il y avait une photo de résident avec le numéro de chambre. Puis, on mettait les enveloppes au poste. Fait que le matin après le déjeuner, monsieur venait, ramassait ses enveloppes, distribuait ses enveloppes dans les bonnes chambres. Et il était content, il s'en retournait dans sa chambre. Sa job était faite pour la journée. Fait qu'en fin de journée, on avait un autre patient qui se promenait puis qui ramassait toutes les enveloppes puis nous les ramenait au poste prêt pour le lendemain matin pour répéter. Fait que ça, on avait réglé le problème de cette façon-là très facilement. On a eu aussi une madame qui, elle prenait des paires de ciseaux, peu importe les paires de ciseaux qu'elle pouvait trouver, elle prenait des paires de ciseaux un peu partout, puis elle coupait. Tout ce qu'elle pouvait se mettre la main dessus, elle coupait. Les draps, les couvertures, les vêtements, les uniformes des employés, les rideaux, tout ce qu'elle pouvait attraper, elle coupait et elle découpait. À force de questionner encore une fois, on a fini par savoir que la dame, dans son passé, c'était une couturière. Donc, ce qu'on lui a fait, on a pris des grands draps, des vieux draps qu'on n'utilisait plus, on lui a emporté des ciseaux qui étaient sécuritaires, puis on s'est fait faire des guenilles. Fait que notre madame, elle nous taillait nos guenilles à longueur de journée, là. Écoute, des fois, on pouvait en faire 2 heures d'une journée, des fois, on en faisait juste 30 minutes d'une journée, mais elle était satisfaite de ça. Puis, on a arrêté de faire couper nos bas de culotte qui étaient trop courts. Fait que ça, c'est redirigé vers quelque chose qui est plus productif. Assurer un environnement qui est sain, qui est sécuritaire. Il ne fait pas trop chaud, il ne fait pas trop froid, il n'y a pas trop d'éclairage, il n'y a pas trop de bruit. Tout ce qui pourrait tomber ses nerfs du patient, on essaie de le contrôler. On essaie de diviser les tâches en plusieurs étapes simples. C'est impossible de penser que notre patient il peut tout faire d'une shot, comme nous autres, on est capable de faire tout d'une shot. Des fois, ben, il faut qu'il prenne des pauses entre les tâches. Fait que des fois, ben,
On va lui faire brosser les dents. Il va falloir qu'on attende une demi-heure avant de l'installer pour son bain s'il est capable de se laver tout seul. Il va falloir qu'on lui donne un petit peu de break entre les tâches pour qu'il puisse se reposer. N'oubliez pas que de réorienter votre patient dans le temps, ça peut être traumatisant. La personne qui vous dit que sa mère est décédée depuis plusieurs années, mais qui insiste sur le fait qu'elle veut aller voir sa mère, si vous lui annoncez que sa mère est morte, ça fait plusieurs années, dans sa tête, ça se peut que ça serait comme si ce serait la première fois qu'elle l'entendrait. Fait que c'est très traumatique. Fait que dans ces cas-là, on est mieux d'utiliser la thérapie de la validation. Comment qu'elle s'appelait, votre mère? OK? Où est-ce qu'elle demeurait? Quelle sorte de maison vous aviez? OK? On la ramène, on valide l'information du passé. OK? Puis ça peut être très thérapeutique pour eux de vivre ça. Au lieu d'argumenter avec la personne, puis de lui causer de l'anxiété, la validation va être beaucoup plus efficace. Bon, depuis un petit bout de temps, là, je vous parle du processus de résolution de problèmes. Le processus de résolution de problèmes, c'est utilisé dans bien des domaines, pas juste dans le domaine de la santé. C'est utilisé dans le domaine des ressources humaines, dans le domaine bancaire, dans le domaine des ventes, financiers, etc. C'est relié, même j'enseigne un cours d'hygiène et sécurité au travail, puis on utilise le processus de résolution de problèmes pour certaines situations. Fait, ça peut être utilisé dans bien des domaines. Dans le domaine de la santé, le processus de résolution de problèmes, il se divise quand même en plusieurs étapes. C'est très important de bien connaître votre patient pour pouvoir mettre en application le processus de résolution de problèmes. C'est facile à faire. Le problème, c'est que ça demande un petit peu de temps. Fait qu'il faut prendre le temps de le faire, même si on n'a pas le temps. Des fois, il va falloir vous faire des choix. Fait que je dis tout le temps au monde, vous avez deux choix dans le fond. Si vous avez un patient qui a des comportements difficiles, vous avez deux choix. Choix numéro 1, allez-vous investir votre temps et vos énergies dans la prévention des comportements difficiles, ce que moi, je promouvois en autant que possible. OK, on essaie de les prévenir. Ou le choix numéro 2, allez-vous investir votre temps, vos énergies dans la gestion du comportement difficile et de ses conséquences. Mais moi, j'aime bien mieux prévenir que guérir. OK? On le dit toujours, c'est beaucoup plus facile de prévenir un bobo que d'essayer de guérir le bobo. Fait que dans ce cas ici, si on prévient le comportement difficile, bien, vous n'aurez pas à gérer le comportement difficile. Le processus de résolution de problèmes se fait sur 4 étapes. La première étape, c'est définir le problème. Ensuite, on trouve les solutions possibles. La troisième étape, on choisit un plan d'action. Puis la quatrième étape, on va évaluer comment efficace que c'était. OK? Puis là, il ne faut pas vous essayer de régler tous les comportements difficiles d'une personne en même temps. Vous êtes mieux de choisir le comportement difficile qui apporte le plus de problèmes, puis de régler, de gérer ce comportement difficile-là avant de vous attaquer à un autre comportement difficile chez un même patient. Fait qu'on commence un problème à la fois. OK? Fait que les 3 questions à se poser pour définir le problème. Qu'est-ce que la personne fait lorsqu'elle présente un comportement? Disons que c'est un comportement qui est répétitif. OK? Qu'est-ce qu'elle fait comme comportement? OK? Est-ce qu'elle plie toujours la même débarbouillette, plie, déplie, plie, déplie? Est-ce que ça a l'air à la calmer? Est-ce que ça a l'air à la satisfaire? L'autre question que vous devez vous poser, quand est-ce que ça se produit? De quelle façon ça se produit? C'est toujours au même moment de la journée? Est-ce que c'est toujours aux alentours des mêmes personnes? Combien de temps ça dure? Fait que si on parle de monsieur, notre facteur, c'était toujours après le déjeuner que ça se produisait. Le comportement difficile, toujours, toujours, toujours après le déjeuner. OK? Ensuite, le 3, est-ce que le comportement a des conséquences sur la personne même ou sur son entourage? Si vous répondez non, ça a 0 conséquence, vous n'avez pas de problème. OK? Par contre, si vous dites oui, il y a des conséquences. Oui, on avait des conséquences avec notre facteur parce qu'on perdait des enveloppes avec de la documentation parfois qui était importante. Fait qu'il y avait des conséquences. Pas sur lui, mais sur nous. Il y avait des conséquences. Donc, on avait un problème, on a défini le problème. OK? La deuxième étape, on trouve les solutions possibles. Là, tout le monde s'assied ensemble. C'est un travail d'équipe. Okay? Fait que toutes les personnes qui donnent des soins, puis même, il faut qu'on incluse souvent la famille là-dedans. On s'assied ensemble,
Puis, c'est un peu comme une session de numérique. On essaie de voir toutes les démarches qui pourraient aider ce problème. Tout ce qu'on pourrait faire pour essayer d'aider ce problème-là. La première solution, c'est toujours d'éliminer la possibilité d'un problème physique. OK? On élimine la possibilité d'un problème physique, comme par exemple si c'est un patient atteint de démence qui a tendance à se saisir les organes génitaux en avant des gens. Il y a ce comportement répétitif-là. Puis il fait tout le temps ça, se saisir les organes génitaux. Ben, avant d'assumer que c'est un trouble de comportement, il faut éliminer la possibilité qu'il y aurait peut-être un problème au niveau urinaire ou génital. Fait que faut qu'on fasse l'examen physique. On élimine la possibilité d'un problème physique. Toujours notre première solution. Notre dernière solution, c'est la médication. Quand on n'a plus le choix, on va aller avec la médication. Puis c'est de valeur parce que dans beaucoup des temps, on a un patient qui est agité, on n'essaie pas de trouver la cause de l'agitation, ou on a un patient qui est agressif parce que l'agitation s'est rendue jusqu'à l'agressivité. On n'essaie pas de trouver la solution. Toutefois, on va être on va aller rapidement vers la solution médicamenteuse, qui n'est pas toujours le bon choix, parce qu'oubliez pas que les médicaments ont tous des effets secondaires. Il n'y a pas de médicament qui n'a pas d'effets secondaires. Donc, si on donne des anti-anxiolytiques ou du risperdal ou n'importe quoi dans ce genre-là, c'est garanti que vous allez avoir des effets secondaires qui vont s'attacher à ça. Fait que c'est la solution rapide, facile, mais pas toujours la solution qui est idéale. À la troisième étape, vous allez choisir votre plan d'action. Si disons que vous avez éliminé la possibilité d'un problème de santé physique, vous avez complètement éliminé ça, à ce moment-là, choisissez votre plan d'action. Mais votre plan d'action doit être appliqué avec constance par tout le monde. Parce que si que vous avez quelqu'un qui ne coopère pas face à ça, OK, ça ne fonctionnera pas. Le client ne pourra pas, il n'y a pas de constance dans ce qu'il est en train de faire. Fait que si on prend notre monsieur, notre facteur, puis qu'il y en a une dans la gang qui avait décidé, ben c'est niaiseux, ça, moi là, je niaise pas avec ça, je ramasse pas je mets pas les enveloppes là. Puis que là, le monsieur, il arrive le lendemain matin, que ça fait peut-être 5 matins de fil qui passe ses enveloppes, puis que ça a bien été, puis qu'il n'a pas été ajusté de la journée. Il arrive le 6e matin pour ramasser ses enveloppes, les enveloppes, ils sont plus là. Bien, vous repartez à la case zéro. Fait qu'il faut que tout le monde s'entende qu'ils vont tous procéder de la même façon. Puis, je ne peux pas vous donner un time frame, là, comme un temps précis que vous allez devoir faire ça pour corriger la situation. Il va falloir vous évaluer si ça a été efficace ou non. Okay? Puis, il n'y a pas de délai précis. Des fois, ça peut prendre plusieurs jours, des fois, ça peut prendre plusieurs semaines. Mais il faut qu'on leur donne une chance. Il faut leur donner assez de temps. Puis si ça fait quand même plusieurs jours ou plusieurs semaines qu'on a implanté la mesure corrective puis que ça ne s'est pas corrigé, que le comportement difficile demeure, bien à ce moment-là, il faut peut-être aller avec une autre option. Okay? Mais si disons qu'on prend comme, par exemple, notre dame qui découpait toutes, OK? On savait que ce n'était pas un problème de santé physique, on savait que c'était de quoi qui venait de sa jeunesse, du temps qu'elle était couturière, OK? On avait commencé par cacher toutes les ciseaux, OK? Elle ne pouvait pas mettre la main sur aucun ciseau nulle part. La seule affaire que ça l'a causé, ça a augmenté son agressivité. Parce que là, elle cherchait, là, elle fouillait pour des ciseaux. Fait que ça l'a juste augmenté le problème. Tandis que quand on lui a fourni les ciseaux, qui était une autre option qu'on avait décidé, fournir des ciseaux sécuritaires avec du tissu qu'elle pouvait couper, on a réglé le problème de cette façon-là. Fait que des fois, si il y a un plan d'action, une solution qui a été essayée et qui n'a pas fonctionné, il faut passer à la prochaine solution. Puis des fois, on va être obligé d'essayer 2, 3, 4, 5, 6 solutions avant d'arriver à trouver le band-aid sur le bobo, là, qu'on puisse corriger la situation totalement. J'ai un document que j'utilise pour le processus de résolution de problème. Je vais l'envoyer à Nicole tantôt. Si vous voulez avoir ce document-là, c'est le document qu'on peut utiliser pour faire le processus de résolution de problème. Fait que je résume, c'est pas toutes les personnes qui sont atteintes de démence qui vont avoir les comportements répétitifs ou les comportements difficiles.
mais la plupart vont en avoir, puis la plupart ont des éléments déclencheurs. Les intervenants, nous autres mêmes, les travailleurs, puis la famille, des fois, c'est nous autres mêmes qui sont responsables des comportements difficiles. N'oubliez pas que l'agitation se transforme en agressivité. L'agressivité va se transformer en comportement violent. Les comportements violents vont causer de l'errance. L'errance va causer les risques de fugue, etc. Ça escalade, ça va monter si on fait rien. Le processus de résolution de problème, moi, j'y crois, je l'ai mis en application à bien des reprises, puis je sais qu'il fonctionne, c'est juste qu'il faut prendre le temps de le faire. Mais vous avez deux choix. Est-ce que vous gérez le comportement difficile ou est-ce que vous prévenez le comportement difficile? C'est vous autres qui allez choisir tout ça.